Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie d'Alzheimer. Et j'ai pris comme fil conducteur des petites phrases que j'ai entendues, alors soit dites par ma mère, soit par d'autres. Et ça va nous servir donc pour tirer le fil de toutes ces 10 années qu'on a passées avec elle, et puis même encore un peu maintenant, quelque part. Alors la première phrase, c'est on est prié de ranger les dossiers. Alors, c'était très drôle, c'était une phrase que ma mère a lue, c'était affiché sur des casiers dans le bureau des infirmières à l'hôpital psychiatrique à Rouen, enfin à Saint-Étienne-du-Rouvray, et non, à Sotteville-les-Rouen, je vais y arriver, et donc en service hospitalier de gérontopsychiatrie. Et en fait, quand ça s'est imposé à moi de faire ce 29 minutes, j'ai tout de suite pensé à cette phrase-là. Je ne sais pas pourquoi, ça m'avait vraiment frappée. Et je fais ce 29 minutes suite à une conversation avec un collègue aussi, touché par la maladie d'Alzheimer dans sa famille. Et en fait, je m'aperçois que c'est, je ne sais pas, un que je devrais dire maintenant. J'avais écrit un au début, mais non, c'est 2, 3, 4, 5, 10. Enfin, voilà. Il y a plein de gens, en fait, qui deviennent touchés. Et je suis contente de pouvoir avoir cette tribune un peu pour me faire connaître. Et si jamais vous posez des questions, vous pouvez me contacter. Alors, j'aimerais mieux pas être interrompue tout de suite, mais à la fin, si vous avez des questions, et puis après, tant que vous voudrez, pendant toutes les années qui vont suivre, jusqu'à ce que je parte à la retraite. Et, à moins que... Voilà. Donc, ça va pas durer 1 heure. 10 ans en 29 minutes, alors je vais vous parler des étapes de la maladie, du diagnostic, de la réalité biologique, des traitements médicamenteux et non médicamenteux. Damien nous a bien mis l'eau à la bouche avec, cette histoire de traitements qui n'en sont pas et d'autres traitements qui n'ont pas l'air d'être des traitements mais qui en sont. Enfin, en fin de compte, voilà. On va dire ça comme ça. Et je crois que ça suffira pour 29 minutes. Alors, 10 minutes, c'est moi qui l'ai dit, forcément. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme sport ? Cette phrase ne prend son sens que dans le contexte, forcément. Ma fille venait juste d'expliquer à sa grand-mère qu'elle faisait de l'escalade. Et ma mère pose cette question-là. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme sport ? Alors que ma fille venait d'en parler. Et ça, c'est vraiment caractéristique. C'est une question surprenante parce que c'est la répétition immédiate d'une question sur ce dont on vient de parler. Alors, quand je vais commencer à faire ça, vous me prévenez qu'il faut que j'aille un euro. Alors, c'est vraiment les premiers signes, c'est la perte de mémoire proche, la désorientation spatiale, et puis aussi un semblant de dépression. Les gens voient bien qu'ils se retrouvent avec des trucs, tiens, je croyais que j'avais mis ça là, c'est là, enfin bon, ça nous arrive tout le temps, mais à un moment, ça arrive vraiment beaucoup et ça nous inquiète et on commence une dépression. Voilà. Alors, un diagnostic est nécessaire. Alors, est-ce que vraiment un diagnostic est nécessaire ? C'est pas facile de faire la démarche. Ça a des airs de vieillissement normal. On vous dit, je dis ça, on dit de la personne, oh bah oui, c'est normal, elle a tel âge, puis avec le vieillissement, tout ça. Donc, on fait pas attention. Et de toute façon, on ne sait pas encore très bien, tu en parlais tout à l'heure, Damien, on ne sait pas encore vraiment comment faire le diagnostic précocement. Et ça pose problème, puisque pour un diagnostic précoce, on dit de toute façon, il n'y a pas de traitement. Alors, ce n'est pas la peine de faire un diagnostic précoce. Sauf que ce n'est pas ce que je pense, moi. Enfin, voilà. Je ne pense pas qu'il faille pas faire de diagnostic, même précoce, parce que y a beaucoup d'angoisse, d'inquiétude. Et est-ce que tu crois que j'ai la maladie d'Alzheimer ? C'est ce que ma mère disait à chaque fois qu'on visitait une église. Alors je ne sais pas pourquoi l'église et son atmosphère faisait que c'était à ce moment-là qu'elle pouvait mettre des mots sur toute l'angoisse qu'elle avait. Donc elle me parlait sur un ton confidentiel et angoissé. Alors pendant toute cette période, cette
c'était une période peu invalidante. Elle avait une vie quasi normale. On a à ce moment-là des oublis ou des non-mémorisations qui gênent parfois la communication, mais qui n'entravent pas la vie quotidienne. Et ça peut durer pendant des années. Alors peut-être j'y suis déjà. Bon. Voilà. Et après, ça s'est accentué un petit peu. Et ma mère a dit, il y aura bien assez de soupe pour 2 jours. Alors voilà dans quelles circonstances. Elle avait regardé l'heure en fin d'après-midi. Elle a décidé de faire la soupe comme elle en avait l'habitude. Donc elle se rappelait à ce moment-là qu'elle faisait la soupe à cette heure-là. Bon, voilà. Peut-être c'était le jour qui commençait à baisser à l'automne. Et elle n'a trouvé dans le tiroir qu'une pomme de terre et 2 carottes, ou le contraire, enfin je ne sais plus, dans le tiroir aux légumes. Et alors elle a fait la soupe dans une petite casserole avec un tout petit peu d'eau qui correspondait à la quantité de légumes. Et puis elle me dit cette phrase, elle me dit ben voilà, il y aura bien assez de soupe pour 2 jours. Voilà, pour 2 jours, ça faisait pas beaucoup pour 2 personnes. Donc je suis allée trouver mon père, puis bon, sur le ton un peu de la plaisanterie, mais avec beaucoup d'inquiétude au fond, parce que je me disais que c'était quand même pas terrible. Je lui ai dit, tu devrais maintenant t'occuper de faire la soupe avec maman. Alors, si tu veux manger. Et après, donc, il a fait toujours la soupe avec elle et ils préparaient ensemble. Voilà. Donc, il était dans l'accompagnement dès ce moment-là pour des choses de la vie quotidienne et c'était tout à fait bien. Alors, cette deuxième période, ça nécessite un accompagnement. Il y a une perte progressive des praxis. Donc les praxis, c'est tous les mouvements de la vie quotidienne qu'on fait, voilà, tenir le micro, de la conversation, du langage, du nom et de l'usage des choses, mais aussi de l'identité. Petit à petit, on perd un peu. Et à domicile, le conjoint supplée progressivement, quand il y a un conjoint, bien entendu. Quand la personne est seule, c'est beaucoup plus compliqué. Et le conjoint sert de mémoire. La nécessité de suppléance et d'accompagnement de la vie quotidienne devient patente. Et quand les gens sont tout seuls, il y a besoin d'une aide à domicile. Et puis quand il y a quelqu'un, on commence à se poser la question il faut commencer à se poser la question de l'aide. Quand les gens sont en EHPAD, parce que ça arrive que des gens soient entrés en EHPAD, c'est pas très fréquent, mais assez jeunes. Alors dans ce cas-là, les gens peuvent encore profiter de la vie collective. Ils profitent des activités qui sont adaptées, surtout quand ils sont dans des services spécialisés pour les malades d'Alzheimer, où il y a beaucoup d'activités. Et il y a des accompagnements à la vie quotidienne qui sont adaptés aux changements progressifs. Il y a aussi à ce moment-là les accueils de jour et l'hôpital de jour qui sont de bons soutiens à la vie, à la maison, à la vie familiale habituelle. Alors la personne s'extrait, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. S'extrait progressivement et peut aller dans des lieux où on s'occupe vraiment de maintenir les capacités. Alors, qui tu es toi? C'est encore une question compliquée. Qui tu es toi? Alors, bon, moi, je suis la seule fille parmi dans la fratrie, avec 3 frères. Mais mes frères entendaient ça. Qui tu es toi? Parce qu'elle savait qu'elle avait 3 garçons, mais alors elle savait plus quel était lequel. Bon, voilà. Alors, je vous dis pas les petits enfants. Les belles filles, c'était pas terrible non plus. Mais bon, qui tu es toi? C'était vraiment caractéristique. Là, elle était entrée dans le service spécialisé de l'EHPAD, elle continuait de perdre ses connaissances. Et quand elle avait la visite de ses fils, de ses petits-enfants, mais aussi de son mari, elle savait plus à qui elle avait affaire. Alors, à mon père aussi, elle a dit quelquefois... qui tu es toi? Alors ça fait drôle quand on est le conjoint. Vaut mieux savoir à l'avance que ça peut arriver parce que c'est pas terrible. Et un jour, elle a eu l'air déçue de voir que son mari... Alors je lui dis, mais voyons, c'est ton mari, c'est papa. Oh bon?
Alors, je pense qu'elle avait, à ce moment-là, elle avait en tête le beau jeune homme que mon père était, qu'on voit sur les photos, un vélo, et c'était ce vieux qui était un peu gros, un peu gras, qui avait perdu ses cheveux. Enfin, c'était quand même pas terrible. On lui donnait un mari pas terrible, hein, voilà. Mais bon, il fallait faire avec, hein, sans doute. Et un jour, elle lui a donné un coup de canne, parce que quand même, c'était déplaisant. Elle venait toujours la voir, cet homme. Bon, enfin bref. Alors, depuis bien longtemps, les derniers arrivés dans la famille, les arrière-petits-enfants, elle n'a jamais su les prénoms de ses arrière-petits-enfants. Hein, parce que ses arrière-petits-enfants, c'est comme ça. Quand ils sont nés les uns après les autres, elle était contente, mais elle ne savait pas les enfants de qui c'était, les enfants enfin bon, voilà. Et puis, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que les conjoints de ses enfants, qu'elle ne voyait pas régulièrement. Alors mon mari, elle le voyait souvent, donc elle savait à peu près qui il était, enfin que c'était bon, elle le nommait. Et puis, mais quand les belles-sœurs n'étaient pas là, mes belles-sœurs n'étaient pas là. Alors mes belles-sœurs, oh c'est qui celle-ci, voilà. Donc il vaut mieux se préparer à l'avance à ce genre de choses. Alors les connaissances partent. Hein, on ne sait pas qui est la personne ne sait pas qui et celle qu'elle a en face d'elle. Mais elle sait bien que c'est quelqu'un qui est familier, qu'elle connaît, qu'elle a déjà vu. Donc, effectivement, bon, j'étais bien contente d'avoir appris ça à l'Association France Alzheimer, parce que je me disais, bon, bah, au moins, elle me voit, elle m'accueille. Hein, donc, il y a une différence quand même et jusque tard dans la maladie, j'ai vu ça. Une fois, je suis allée en fin de vie. Ça y est, je déborde à l'hôpital psychiatrique avec une amie, et elle m'a fait remarquer. C'est une éducatrice spécialisée. Elle est très attentive à la position des gens. Tout ça. Elle me dit, t'as vu, ta mère, elle était méfiante avec moi au début. Moi, je voyais rien du tout, mais effectivement, elle avait changé d'attitude au fur et à mesure. Elle ne l'avait pas reconnue comme pourtant elle la connaissait de l'enfance, mais elle l'avait absolument pas reconnue. Mais au fur et à mesure qu'elle devenait familière au cours de la visite, eh bien, elle se détendait. Mais d'emblée, Sylvie avait remarqué la différence de comportement vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de moi. Donc, c'est qu'elle me reconnaissait quand même un petit peu. Ouf, c'est quand même une bonne chose. Alors, l'affectivité reste. Alors, le plus difficile, c'est la perte de l'identité. De la sienne et de celui des proches. Et en fait, il y a la seule chose qui compte, c'est l'ici et maintenant. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un ennemi? Alors, les infirmières, elles n'ont pas beaucoup de chance quand elles font des misères. S'il y a des prises de sang ou des examens médicaux à faire, c'est très compliqué. Hein. Ça devient très compliqué à ce moment-là. Alors, ces réactions sont vraiment du rire tout de suite. Si on est bien, hop, ben on va facilement rire et on va facilement être dans la sympathie. Hein. On devient vite amis. Et en même temps, on peut vraiment être dans la méfiance, dans l'extrême méfiance et l'agressivité. Tout ça, ça n'a rien à voir avec comment était la personne avant. Hein. Donc c'est très troublant quand c'est quelqu'un qui était très gentil, et puis à l'envers, j'ai entendu des gens à l'Association France Alzheimer dire ma mère était sévère, mais maintenant elle me prend dans les bras. Quand vous avez une femme de plus de 60 ans qui vous dit ça, je suis contente parce que maman me prend dans ses bras. On se dit, bon sang, il y a du bon et il y a du pas bon. Hein, mais ça, c'est pas du tout la même... Enfin, c'est la même personne, mais c'est à la fois une personne transformée. Alors, c'est pour ça que je trouve... Bien qu'il y ait des collègues qui m'aient dit « Oh là là, t'es trop positive », ben, faut prendre ce qui est bon qui vient, quoi. Bon, on ne faut pas se prendre la tête, parce que ce qui est bon, c'est quand même bien. Enfin, faut en profiter. Hein. La personnalité habituelle donc semble érodée complètement, et elle laisse les émotions à vif. Hein. Alors, on va continuer. Alors, je suis une petite fille, il faut m'expliquer. Alors là, ma mère avait fait, elle perdait peu à peu tous ses souvenirs, comme si, alors une de mes collègues qui avait un parent à Alzheimer aussi, a dit c'est comme si c'était une épluchure d'oignon qu'on enlève couche après couche. Et j'ai vraiment trouvé
l'expression intéressante parce que j'ai observé vraiment ça chez ma mère. Donc elle avait bien, surtout que ma mère avait bien le langage. Alors il y a les gens qui ne parlent pas. Alors, on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Mais ma mère disait les choses. Alors, c'était merveilleux parce que ça nous donnait une idée de ce qu'elle avait dans la tête. Voilà. Alors, on pouvait quand même, puisqu'elle avait le langage, on pouvait constater là où on était arrivé dans cette déconstruction de l'identité qui était inexorable. Alors, ce jour-là, elle avait fait des bêtises. Elle voulait dans les toilettes de la maison de retraite et elle voulait nettoyer les water avec une brosse à dents. Voilà. Donc voyez le tableau. Voilà. C'était pas tout à fait l'objet rêvé. Je vous dis pas le dentier qui était parti dans les water déjà sans doute parce qu'il avait disparu. Le nombre de savons qui partaient dans les water. Enfin toutes sortes de choses. Mais là donc je lui explique que tu vois c'est là qu'il faut appuyer pour nettoyer les water, il faut appuyer là, il faut pas voilà. Alors c'est pour ça qu'elle m'a dit, puis j'étais un peu contrariée quand même, hein, nettoyer les water avec une brosse à dents, c'est pas terrible. Et elle sentait que j'étais un peu contrariée et c'est pour ça qu'elle me dit je suis une petite fille, il faut m'expliquer. Et là j'ai compris que en fait elle était plus du tout la vieille dame de 87 ans, 88 ans, elle était redevenue une petite fille de 10 ans, ou de moins de 10 ans. Vraiment une petite fille. Voilà. Et donc c'est tout à fait bizarre quand on est l'enfant. Hein. Il y a toujours, pour ceux qui connaissent la situation, on ne sait pas si on doit être le parent de son enfant, le parent de son, je dis des bêtises, le parent de son parent. Enfin c'est très compliqué et parfois on regrette, on s'est fâché, on a dit, puis en fait compte il faut assumer comme autre. Et on s'en prend plein la figure, hein, d'accord? On est d'accord. Alors je vous dis pas quand on est conjoint, ça doit pas être costaud. Hein, je verrai ça plus tard. Donc si elle avait encore l'objectif de l'action, hein, elle voulait nettoyer les toilettes. C'était son objectif. Donc c'était quelque chose de elle n'était pas perdue dans ses rêves, elle avait un objectif, mais elle s'y prenait pas comme il fallait. Et le bouton de la chasse d'eau, hein, je vous rappelle que quand elle était petite, il n'y avait pas de chasse d'eau comme ça, avec un bouton qu'on appuyait sur le mur, il fallait tirer une chasse d'eau. Et encore, je ne suis pas sûre que c'était pas, il fallait pas vider. Moi, je me rappelle de la chasse d'eau, la grande chasse d'eau chez ma grand-mère, mais je pense qu'elle s'était peut-être versé l'eau du Brau, hein, qu'on allait chercher à la pompe dans la rue. Voilà, alors c'était pas du tout la même les objets. J'ai un autre exemple, je transgresse encore un petit peu. J'ai un autre exemple parce que ça m'avait frappée et je me suis dit oh là là, je comprenais pas pourquoi, mais j'avais entendu très tôt quand j'étais à l'association française Alzheimer un exemple d'un monsieur qui était monté sur la table pour dévisser la lampe parce qu'il avait oublié qu'en fait, il y avait des interrupteurs. Voilà. Donc ça m'avait semblé très drôle. Puis là, j'ai compris quoi. Enfin, c'est parce que ce monsieur savait le fonctionnement, mais il avait oublié qu'il y avait des interrupteurs. Voilà. Donc cette période de déclin généralisé jusqu'à la fin de vie. Alors quand c'est à domicile, il y a besoin de l'aide pour tout, hein, pour manger, pour faire à manger forcément. C'est depuis longtemps, mais là c'est pour manger parfois, hein, pour refaire sa toilette, une présence quasi constante et c'est très éprouvant, hein, physiquement et affectivement. Hein. Bon, affectivement, vous avez vu un petit bout, tout petit bout. Et quand les gens sont en EHPAD, c'est pareil, hein, mais les professionnels, ils sont formés. Hein. Le plus souvent, ce sont des aides psychopédagogiques, des AMP, j'en ai oublié un bout, qui accompagnent, prennent soin, encadrent avec une distance affective qui les protège. Mais néanmoins, ces personnels ont besoin de réunions, ont besoin puis parfois changent en disant ça, là je peux plus. Vous savez, Isabelle, je ne peux plus. Bon, très bien Céline, j'ai bien compris, je comprends bien. Céline avait fait plusieurs années et elle était épuisée. Mais Céline était formidable, hein, formidable. Mais bon.
Alors, ils accompagnent, ils prennent soin, ils encadrent avec une distance affective qui les protège, donc je viens de le dire. Des lieux et des activités adaptées permettent de maintenir autant que possible les capacités. Même si on sait que les capacités foutent le camp, c'est quand même important, je trouve, moi, de les maintenir autant que possible. Voilà. Alors, on continue. Donc, pourquoi? Alors, l'étape dernière sur jusqu'à... Enfin, là, c'est... Non, je ne vais pas commencer tout de suite. Quelques jours avant sa mort, voilà ce que ma fille et moi avons entendu de ma mère. Alors, ma mère avait été visitée par ma fille à l'hôpital psychiatrique, donc elle avait été visitée par ma fille, et puis je crois que ma fille était partie avant que ma mère soit réveillée, et elle ne l'avait pas ramenée dans la salle commune. Elle était donc dans un petit salon qui avait, très sympa, où on avait l'habitude d'aller avec elle pour s'extraire un petit peu des autres patients qui, en gérontopsychiatrie, bon, c'est pas forcément top au niveau des comportements. Donc, bon, on s'extrait un petit peu, tout en sachant bien qu'un jour, on y sera peut-être, ou on aura à y aller. Donc, bon, ça fait partie des réalités. Donc, voilà. Mais c'était mieux quand même de pouvoir profiter de ce petit salon. Il y en a plusieurs. Voilà. Et je crois qu'en fait, ma mère est tombée. Et comme déjà, elle était pas loin de la fin de vie, elle était malade. Elle avait, qu'est-ce qu'elle avait encore? Elle n'arrivait plus à déglutir. Hein, déjà depuis longtemps, elle mangeait, enfin depuis quelques mois, disons. Elle buvait de l'eau gélifiée. Hein. C'est des choses comme ça qu'on donne. Avant l'eau gélifiée, il y avait l'eau pétillante, et puis ensuite c'est l'eau gélifiée qu'on donne pour que les personnes s'alimentent et puissent boire. Et puis, quand je venais pour le goûter, les dernières fois, on m'a dit non, on aime mieux que ce soit les soignants, hein, parce qu'elle pouvait faire des fausses routes, et parfois les gens décèdent quand ils font des fausses routes. Donc, avaler de travers, quoi. Hein. Bon, c'est pas extraordinaire, mais ça peut faire mourir parce qu'on manque d'oxygène pendant un moment. Et donc, les soignants, forcément, sont du côté de la vie. Ils font toujours le maximum pour que y ait des contacts avec les familles, mais si ça met en danger les familles et la personne, eh bien, ils étaient extraordinaires, ils nous ont bien, ils expliquaient bien, ils nous accompagnaient formidablement, voilà. Et donc, je retourne voir maman, donc le lendemain, je crois. Donc, c'était une semaine avant qu'elle décède, et puis elle avait perdu le langage, elle se met à faire du charabia, et au milieu du charabia, j'entends « Pourquoi ? Et au niveau du charabia, pourquoi ? Et ça m'a frappée, je l'ai mis dans un coin de ma tête et je vous en reparle tout de suite. Donc, ce mot a quand même beaucoup de sens. Hein, donc, si elle disait ça à ce moment-là, pour moi, ça avait du sens. Dans toute sa démence et son incohérence, il y avait ce mot qui était tout de même un mot fort. Voilà. Alors, l'étape dernière jusqu'à la fin de vie, il y a une perte entière des praxies, hein, souvent du langage, de la motricité. Hein. Là, elle était en fauteuil roulant quand on l'avait vue le lendemain. Donc, et souvent, elle avait un état grabataire. Alors, j'en connais d'autres qui sont restés pendant plusieurs années grabataires. Hein. C'est-à-dire grabataire, c'est qu'on peut pas marcher, on peut pas parler, et puis ils se mettent en position fétale. Bon, c'est comme ça. Et puis, comme ils ne parlent pas, ils ne font pas grand-chose. S'ils mangent, ce monsieur mangeait, donc il mangeait. Il faisait que ça. Il voulait bien ouvrir la bouche quand sa femme, ça y est, je vais relire, quand sa femme lui donnait à manger, il mangeait. Voilà, pas quand c'était quelqu'un d'autre. Et puis au bout d'un moment, il ne pouvait plus manger. Alors il a arrêté. Et il est mort de faim, en quelque sorte, parce qu'il avait un cœur de jeune homme à 87 ans. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Alors, la vie à domicile est souvent interrompue par la nécessité d'une hospitalisation. Enfin, nous... ça s'est pas produit comme ça pour ma mère, hein, puisqu'on a anticipé, hein, à l'association France Alzheimer, j'ai vite vu qu'il fallait anticiper
d'aller dans un établissement pour protéger le conjoint, pour permettre à la personne de continuer sa vie. Et c'est vrai que ça s'est passé comme ça, et donc on n'a pas eu à faire d'hospitalisation au dernier moment. Alors peut-être on aurait été mieux qu'elle soit grabataire après tout, mais maintenant je ne trouve pas. Je trouve qu'on a partagé des moments quand même très bien tout au long de ces années où les facultés ont diminué progressivement. Moi je regrette pas du tout. Bon, il y a d'autres gens qui ont d'autres chemins. Voilà. Et quand l'hospitalisation se fait sans qu'on ait rien prévu, c'est difficile parce que la personne, elle se retrouve à l'hôpital et elle perd tous ses repères. Alors, par exemple, mon père, qui lui n'est pas malade d'Alzheimer, quand il a été hospitalisé, il était malade, enfin, il était soigné. Alors, j'avais mis un éphéméride, par exemple. J'avais mis une pancarte, tu es à l'hôpital parce que tu as ça. J'avais collé ça sur la porte en face, comme ça, de son lit, quand il se réveillait un petit peu, puis qu'il était un peu... il voyait, donc il n'avait pas besoin de redemander à chaque fois où je suis, pourquoi je suis là, etc. Parce que c'est terriblement angoissant quand on est obligé de faire ça. Alors quand on a mal partout, c'est déjà pas terrible, mais en plus, quand on est vieux et qu'on pense que les soignants n'ont pas toujours le temps de prendre le temps d'expliquer, voilà. Et puis, bon, quand ce sont des gens qui sont pas très bien, parfois ils ont cette mémorisation foireuse, on vous verra à l'hôpital, cette mémorisation mauvaise, et puis on répète, on est obligé de répéter, de reposer la question. Donc une fois on répond, en général les soignants répondent une fois, deux fois, trois fois, puis la quatrième non. Donc si on met des post-it, si on met des affiches, au moins on sait. Alors j'en suis pas encore à mettre les post-it sur mes portes de placard, mais ça viendra peut-être un jour, je vous dirai ça. Mais vous savez qu'on utilise l'agenda, puis ça n'empêche pas qu'on oublie des étudiants de temps en temps, voilà. Donc bon, mais on n'est pas forcément malade, donc perte entière d'épraxie, souvent du langage, de la motricité, état gravataire. Alors, hallucination aussi. Alors ça, c'est un truc que je ne connaissais pas du tout. Mais une fois, donc, maman était à l'hôpital psychiatrique, et on a vraiment vu qu'elle voyait quelque chose que moi je ne voyais pas. C'est très troublant. Avant que je me dise, ça c'est parce qu'elle voit là des hallucinations. Oui, c'est ça, c'est des hallucinations. Bon, très bien. Les troubles du comportement, là, je vous passe parce que c'est des moments un peu pénibles. Agressivité, agitation ou hébéphrénie. Alors l'hébéphrénie, les gens ils bougent pas, ils sont là. Et puis ils sont dans la schizophrénie, il y a une forme qui s'appelle la schizophrénie hébéphrénique, où les gens sont complètement passifs et pendant de longs moments, il ne se passe rien. Ils sont là à attendre que ça se passe. Ils ne réagissent à rien. Voilà. Donc elle avait ça aussi par moment. Alors voilà. La vie à domicile est souvent interrompue par la nécessité d'une hospitalisation dont on sait sans s'avouer qu'elle sera sans retour. Donc là, je pense à l'autre personne gravataire. Et en EHPAD, en service de long séjour à l'hôpital, parfois hospitalisation psychiatrique, permettent de protéger la personne et son entourage d'elle-même, d'assurer la prise en soin jusqu'à la fin de la vie. Voilà. Alors, on repart en arrière, parce que si en rester là, ça aurait été difficile. Donc on repart en arrière. J'ai honte, je veux mourir. Alors ça, c'est ce que je vais voilà. Je reviens en arrière. Donc je repars avant même le diagnostic. Alors la neurologue n'avait pas choisi, ou bien elle n'avait pas de temps. Ma mère voyait le neurologue depuis plusieurs années. Et elle n'avait pas posé le diagnostic vraiment. Et elle avait dit à mon père, écoutez, appelez en début d'après-midi. Alors mon père, en début d'après-midi, toc toc, fait le numéro. Et ma mère, qui est curieuse, appuie sur le bouton et elle entend début de maladie d'Alzheimer. Et alors là, forcément, elle est tombée en pleurs, j'ai honte, je veux mourir, voilà. Et elle l'a répété en boucle. Et puis ce jour-là, je venais voir mes parents. J'habitais au Havre et puis j'avais
réunion à Rouen. Alors on a forcément dit à ma mère qu'on l'aimait, que c'était pas de sa faute, que ça pouvait bien arriver à tout le monde, que quand on était malade, c'était jamais de la faute. Et puis, bon, mais ça a été forcément très difficile, vous imaginez. Hein, alors, c'est surtout que c'était il y a maintenant plus de 10 ans, donc on ne connaissait pas bien la maladie, hein, donc les gens avaient des représentations qui ne sont pas celles de ce que vous aurez quand vous sortirez tout à l'heure d'ici, où vous aurez une image qui est déjà différente de ce que vous aviez il y a une demi-heure, avant ce 29 minutes, je pense. Bon, peut-être. Donc, en général, c'est le neurologue qui établit le diagnostic, qui est toujours douloureux à entendre, forcément. Il semble qu'à la consultation mémoire, alors ce soit mieux, parce qu'il y a plusieurs professionnels. Alors, il y a une bonne consultation mémoire à l'hôpital du Havre, je ne saurais plus vous dire où, mais bon, si vous me demandez, on trouvera. Il y a un neurologue, un neurologue. Il y a orthophoniste, psychologue. Enfin, il y a toutes sortes c'est une équipe pluridisciplinaire que la personne voit les uns après les autres et puis se mettent ensemble autour de la table pour faire le diagnostic. Et c'est, je pense, plus aisé d'être à plusieurs pour faire le diagnostic, hein, parce qu'il y a quand même des formes qui ne sont pas typiques et pour lesquelles il ne faut pas donner certains médicaments parce que ça empire. Hein. Donc voilà, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous donner plus de détails. Donc, dans un premier temps, à ce moment-là, il y a eu des épreuves. Hein, il faut éliminer enfin, Damien disait que ça change un peu maintenant. Alors bon, enfin, en tout cas, à ce moment-là, il fallait éliminer les autres causes possibles des troubles. Hein, il faut éliminer, par exemple, des vraies dépressions, parce qu'on peut avoir des troubles de mémoire quand on a une vraie dépression. Voilà, donc il y a ces choses-là. On peut avoir d'autres maladies. Alors, je ne sais plus, c'est la goutte, je crois, qui provoque aussi des troubles de la mémoire. On soigne la goutte, il n'y a plus de troubles de la mémoire. Voilà. Bon, il y en a sans doute d'autres. Alors, l'IRM donne maintenant des résultats plus directs que le scanner seul il y a quelques années. Alors c'est vrai qu'à l'époque, je savais que si on avait des éléments sur le scanner qui montraient qu'on avait eu un petit AVC ou tout ça, bon, c'est qu'on avait des chances d'avoir eu un AVC plutôt que la maladie d'Alzheimer, ce qui était quand même assez favorable parce qu'on se dit un AVC, bon, même s'il peut y en avoir d'autres, on fait un traitement et puis bon, on fait de la rééducation et on s'en sort. Donc quand ma mère m'avait dit que bah, tu vois, j'ai rien, j'habitais au Havre à ce moment-là, au téléphone, elle me dit tu vois, j'ai rien, je suis pas folle. Voilà. Je suis pas, ça je l'ai pas écrit. Je suis pas folle, mais je me souviens qu'elle m'avait dit ça. Je suis pas folle et puis j'ai pas comment dire, l'examen qu'on pensait à l'époque le summum du diagnostic. Et ben elle n'était pas concernée, donc elle était très soulagée. Moi pas du tout, pas du tout. Je savais à l'époque, ça me disait que c'était pas bien. Alors maintenant. L'IRM donne des résultats, alors tu as peut-être vu l'hippocampe, je crois, qui est un peu rétréci. Ou bon. Sauf que quand on le voit sur l'IRM, c'est ce que j'ai entendu, mais peut-être je me trompe, hein, c'est sous toute réserve, à ce moment-là, il y a déjà eu toutes les choses dont je vous ai parlé, tous les phénomènes que la famille a vus, pas le médecin. Hein, parce que quand le médecin il discute avec la personne, si elle lui dit pas, bah, je me suis aperçu que j'avais des troubles de mémoire, ou s'il y a personne d'autre qui lui dit, le médecin il voit rien. Il voit rien, parce que ça, on fait illusion pendant des années. Des années. Vous verrez comment je ferai illusion. Anne-Sophie. Voilà. Donc, c'est pas suffisant, je dirais. Mais quand ça arrive, eh ben, il y a déjà autre chose qui s'est produit. Donc, bon. Je crois qu'il faut beaucoup écouter les familles et puis que les gens soient attentifs pour qu'il y ait un diagnostic. Voilà. Déjà avant.
Donc, ça pose un problème, hein, le diagnostic précoce, notamment pour les enfants et les petits-enfants de malades, hein, parce qu'on se dit, ah, est-ce que c'est génétique? Voilà. Alors, il y a les tenants du contre qui se demandent s'il est utile d'être sûr, alors qu'il n'y a pas de guérison possible. Puis les tenants du pour, le diagnostic précoce, préfèrent savoir pour organiser leur avenir, c'est moi, pour tenter de lutter en ayant des actions qui retardent les effets. Hein. Mais il y a aussi des gens qui préfèrent se mettre la tête dans le sable et puis dire on verra bien. Hein. Voilà. Alors, encore une petite phrase. Tu sais, j'ai une maladie du cerveau. Alors voilà, un jour, maman, elle me posait la question, hein, vous savez, dans les églises, comme je vous disais tout à l'heure. Alors je lui disais, mais il faut que tu demandes à ton docteur, il faut que tu demandes au neurologue. Mais forcément, comme elle s'en rappelait pas quand elle était chez le neurologue, elle ne me posait pas la question. Et puis un jour, alors je ne sais pas si c'était parce que j'étais passée la veille ou si on en avait parlé au téléphone, ou enfin, je ne sais pas, elle a posé la question à la neurologue et la neurologue lui a très bien expliqué qu'elle avait une maladie du cerveau et voilà qu'elle me dit, que maman me redit, tu sais, j'ai une maladie du cerveau, j'ai oublié des choses, mais ce qui me reste, faut que je fasse tout pour le garder. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux, hein, parce que elle était non pas à constater le verre à moitié vide, mais elle était dans le verre à moitié plein. Puis il fallait le garder, le verre à moitié plein. Donc c'était quand même une bonne chose. Et je trouve que cette neurologue, même si je trouve qu'elle a tardé, elle a une bonne, elle s'est bien rattrapée après, je trouve. Et la fois où ils ont quand même accepté, parce que mes parents ne voulaient pas que j'aille avec eux, c'était leur affaire. Alors moi, j'étais pas très intrusive, donc bon, bah, vous êtes sûre, t'as pas besoin de non, ben non, puis il faut pas que tu viennes spécialement du Havre, tout ça. Donc une fois que j'ai habité à Rouen, eh bien, je suis allée une fois avec eux, et là je vois que, parce que j'avais lu dans les livres, hein, comme sur Internet ou dans les livres, qu'on faisait passer le MMSE. Alors le MMSE, c'est un test que j'ai dans mon bureau, mais je me risquerai pas à vous le faire passer parce que en Belgique, je suis allée à un congrès en Belgique et puis les laboratoires médicaux faisaient la distribution du test comme ça. Hein. Mais en France, non, on n'est plus réservé. Et c'est pas parce que je suis psy quelque chose que je suis habilitée à faire ce genre de choses. Néanmoins, c'est intéressant de le connaître. Donc, si vous voulez le voir. Mais je ne vous le laisserai pas, mais vous pouvez peut-être le trouver sur Internet. Donc le fameux MMSE, je dis à la neurologue, mais c'est bizarre, vous ne lui faites plus de tests. Elle me dit, mais ça n'a plus de sens depuis très longtemps. Elle ne veut pas répondre parce que ma mère, c'était bien du genre, bon, quel âge avez-vous? Ça vous regarde? Est-ce que je vous le demande, moi? Enfin, non, ma mère n'était pas tout à fait comme ça, mais il y a des patients qui disent ça. Hein. Et puis, qui disent, elles sont idiotes vos questions. Voilà, donc, dans ce cas-là, on ne peut pas faire grand-chose avec ce test. Voilà. Donc, parmi donc les causes, c'est la mortalité neuronale hein, au niveau cérébral. Je vais en dire un tout petit quelque chose, pas grand-chose, mais juste ce qu'il faut pour qu'on comprenne le type d'action des traitements. Donc les plaques séniles entre les neurones. En fait, il semble que ce soit des bouts de neurones qui soient désagrégés, parce qu'on en perd tous, hein, voilà, depuis l'âge de 20 ans. Hein. Ma collègue qui dit ça aux étudiants, ils font la tête. Vous perdez déjà vos neurones, mais vous en avez beaucoup, puis vous pouvez faire beaucoup de connexions, donc tout va bien. C'est pas une raison pour pas apprendre mes cours. Donc les plaques séniles entre les neurones, donc et puis des neurofibrilles qui se mettent à l'intérieur des neurones. Alors je vais faire ça, la vulgarisation à la barbare, hein, vous m'en voudrez pas ceux qui s'y connaissent davantage. Eh bien c'est comme du blanc d'œuf qui devient solide, hein, les neurofibrilles, hein, c'est la protéine tau. Et donc, ce sont des événements qui se produisent aussi dans le grand âge. Alors, tout au début de la maladie de ma mère, on disait « Ah,
le diagnostic, on ne le connaît qu'à l'autopsie. C'est-à-dire, une fois que la personne est morte, on regarde les cellules du cerveau, on regarde le cerveau, et si on trouve des protéines, des plaques séniles et des neurofibrilles, alors, voilà. Alors évidemment, à l'IRM, on ne voit pas les neurofibrilles, on voit juste les trous, hein. On voit les trous. J'ai des étudiantes qui ont eu la bonne idée de montrer en exposé un cerveau normal, un cerveau à peu près au milieu de la maladie d'Alzheimer et un cerveau en fin de maladie d'Alzheimer. Je vous dis pas, ça fait des trous dans la tête, hein. Il y a des espaces vides, hein, vous imaginez. Voilà. On encaisse et on continue. Donc ça se produit dans le grand âge. Hein. Dans le grand âge, c'est normal, on peut dire, mais pas dans la maladie d'Alzheimer. Ça se produit davantage et ça se produit plus tôt. Et parfois, ça se produit avant 40 ans. Voilà. Et puis, c'est pas toujours dans les mêmes parties du cerveau. Et c'est tous les travaux actuels, en fait, sont aussi de localiser exactement, puis de trouver des formes de ceci. Est-ce que c'est des démence frontale, enfin bon, bref. Je vous laisse aller voir sur Internet si ça vous intéresse. Et puis, il n'y a pas toujours la même évolution, hein. Il y a des gens qui font beaucoup plus vite, ou alors une dizaine d'années, c'est la moyenne. Donc pour ma mère, c'était à peu près la moyenne. On est toujours dans les moyens. Pourtant, on est petit, mais on est dans les moyens pour ce genre de choses. Mais il semble qu'il y ait des gens pour qui ce soit beaucoup plus long et d'autres pour qui ce soit beaucoup plus court. Bon. Alors la boîte à pilules. Alors c'est une expression qui est utilisée à la maison, la boîte à pilules. Donc c'est un de mes frères qui était en visite de plusieurs jours chez mes parents. Quand ils étaient encore à la maison tous les deux, il remarque que la prise de médicaments était quand même quelque chose d'un petit peu compliqué. Est-ce que chaque parent prenait bien les bons médicaments et pas ceux de l'autre? Est-ce qu'il les prenait bien? Enfin, tout ça lui semblait très, très compliqué. Et donc, on a instauré la boîte à pilules et maman était d'accord. Hein, chacun sa boîte. Alors, c'était merveilleux. Ça fait une petite chose utile pour ceux qui seraient un peu embêtés avec ce genre de choses. Mais on n'a jamais réussi à instaurer vraiment les piluliers, alors, parce qu'il y a des systèmes beaucoup plus pratiques. Enfin, l'infirmière, une fois par semaine, ou le pharmacien prépare les piluliers pour la semaine. Et puis, donc, bon, alors après, il faut que les gens se rappellent qu'ils ont oublié, qu'ils ont pris ou pas pris. Enfin, tout ça, c'est quand même, ça devient très, très compliqué quand on est malade tout seul. Les gens qui sont malades tout seuls. Alors, quand ils virent pas, je connais un vieux monsieur, il vire l'infirmière qui téléphone à sa fille. Votre père ne veut pas que je vienne, je sais plus, lui mettre les chaussettes de contention, vérifier les médicaments. Enfin, ne veut pas. Hein, il se fait virer. Voilà. Les gens qui travaillent à domicile se font parfois virer. C'est pas facile. Donc voilà. tout ce bon, j'ai mis le temps, mais bon, j'ai prévenu longtemps à l'avance. Alors dire longtemps à l'avance, dire longtemps à l'avance. Tu sais, un jour, je pourrais pas m'occuper de toi, puis si ceci. Bon, alors, la personne commence à réfléchir, ben oui, un jour, je serai vieille. Alors, oui, oui, j'irai chez les sœurs, elle m'avait dit, maman. J'irai chez les sœurs, parce qu'elle connaissait une maison de retraite qui était tenue par des sœurs dans le passé, bon, par des religieuses. Donc, pour elle irait un jour. Mais forcément, le jour où elle est entrée, elle n'était pas d'accord. Enfin, elle n'était pas sur le moment d'accord. Mais elle avait été d'accord sur le principe avant. Donc, bon, on a essayé de faire comme si... et puis, elle était bien accueillie là où elle... Puisqu'elle allait à l'accueil de jour, mais je vous redirai après. Donc, dire à l'avance, il faudrait de l'aide. Hein. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais... Chez nous, c'est la mère de famille qui faisait tout le ménage, hein, tout ça. Donc, avoir une femme de ménage dans la maison, j'ai dépassé mes 29 minutes, largement. Bah oui, je déborde. Mais ça n'a pas l'air de vous déplaire, vous n'avez pas l'air de vous ennuyer, donc je continue. Damien ne m'a pas encore tapé dessus, donc tout va bien.
Et je veux dire, faut y penser avant, hein, prévenir que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne à la maison, parce que quand quelqu'un vient à la maison, après on en aura besoin de ça. Bon, il faut que je m'arrête là. Donc il y a deux grands... Ben oui, je vois bien. Ben oui. Vous le trouverez sur... vous le trouverez sur Internet. Vous n'hésitez pas à me demander si vous voulez. Je vous avais dit, je vous avais dit qu'il fallait m'arrêter. Donc le pilulier, l'idée c'est qu'il y a des traitements médicamenteux, et les traitements médicamenteux c'est l'affaire du neurologue. Hein. Le généraliste, après, normalement, il continue la prescription. L'objectif principal, en fait, c'est de renforcer les cellules, les connexion entre les cellules, entre les neurones, ou c'est booster les cellules, comme m'avaient dit des amis. Il y a un suivi régulier qui est nécessaire, l'évolution varie de manière singulière. Et puis, il y a aussi des effets secondaires. Hein. Il y a des médicaments qui rendent malades encore plus les gens qui les prennent. Hein. Au début, c'était le cas pour ma mère, le premier médicament, elle vomissait tout ce qu'elle pouvait, donc elle a arrêté. Il y a deux grands types de médicaments, mais je ne vous rentre pas dans les détails, puisque je suis incapable de vous expliquer. Bon. Et des études montrent que les médicaments ne seraient efficaces que pour 50% des patients. Alors, donc, voilà. 50% des patients, c'est la moitié, c'est 1 sur 2, c'est la chance. Hein. Enfin, la chance, ou le risque, ou la chance. Non, là, c'est la chance. Avec, pour principal effet, c'est de ralentir la maladie. Et donc, pour un cas singulier, on ne peut pas dire s'il avait eu des médicaments ou s'il n'en avait pas eu. Eh ben, on ne peut pas savoir pour un cas particulier, hein, puisque l'évolution dépend avec, sans, on ne peut pas avoir les deux éléments. Voilà. Et puis, si on fait d'abord sans, puis après avec, on ne sait pas si les changements sont l'effet de la maladie ou si c'est l'effet du médicament. Donc, c'est vraiment très compliqué. Dans tous ces phénomènes où il y a de l'évolution, c'est difficile d'avoir un contrôle expérimental fiable, hein, parce que c'est quand il y a des changements qui arrivent, c'est un peu comme dans le développement. Est-ce que c'est le temps qui passe ou est-ce que c'est l'effet du produit ou de l'action qu'on a eue pour traiter les changements? Voilà. Alors, parmi les traitements, enfin qui n'en sont pas, il y a ce rôle des associations. Et c'est dans ce cadre-là que maman a dit: ah, je suis déjà venue ici. Donc, je suis déjà venue ici, c'est qu'il y a une reconnaissance de quelque chose, donc un nouvel apprentissage qui a eu lieu. Donc, ça a été possible. Tout n'est pas complètement perdu dans les 10 années. Hein, c'est important. Hein, c'est pour ça que je dis ne baissons pas les bras et soyons optimistes. Voilà. Alors, j'introduis donc avec cette phrase ce qu'on appelle les traitements non médicamenteux. Donc la première chose, c'est la stimulation cognitive. Alors, à la maison. Hein, on continue ses activités tant qu'on peut. On fait de la marche, on fait des jeux de société, on fait les mots croisés, on consulte les photos de famille, on part en vacances, on regarde les photos de vacances, enfin bref, on fait toutes ces activités-là à la maison. Bon, si on est en EHPAD, eh ben on continue en EHPAD, hein, parce qu'on continue en EHPAD à condition que la famille pense bien que quand on va en EHPAD, on change de domicile. Moi, je suis contre l'idée d'opposer le domicile et la maison de retraite. Quand on est en maison de retraite, on est aussi à son domicile. On paie un loyer, hein, fort cher parfois. Donc, il n'y a pas de raison. On est à son domicile. Hein. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, si on est à son domicile, eh ben, on amène ces choses. Alors, évidemment, le lit médicalisé, on ne l'amène pas parce qu'on n'avait pas un lit comme ça quand on était dans sa maison. Mais on peut amener sa chaise, on peut amener son... Enfin, voilà.
On peut amener ces objets et on amène ses photos, on amène tout ce qui fait son identité. Il faut y penser quand on accompagne ses parents en maison de retraite, il faut y penser. Moi, je suis très persuadée maintenant que c'est essentiel de penser à ça. Donc le domicile, c'est pas forcément que la maison où on a vécu toute sa vie. Hein. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément vécu toute sa vie dans la même d'ailleurs. Alors à l'association France Alzheimer, on avait, parce que j'étais à l'association France Alzheimer, on avait commencé à organiser ce qu'on appelait nous les après-midi Aloïs. Alors je ne peux pas dire qu'on était novateur parce qu'il y en avait d'autres qui commençaient à le faire partout, mais maintenant c'est beaucoup plus organisé. Bon, voilà. Alors l'objectif principal, c'est d'éviter que les aidants et leurs malades s'isolent et se désocialisent. Le principe est simple, une après-midi par mois, les bénévoles accueillent dans un lieu, toujours le même, les malades et leurs aidants, adhérents de l'association. Et après l'accueil, les uns ont des activités avec les bénévoles et un animateur qui est spécialisé. Et puis les autres, c'est-à-dire les conjoints ou accompagnants, se rencontrent et soit discutent de ce qui les préoccupe au quotidien, soit écoute la présentation de dispositifs avec de dispositifs ou des conseils, enfin des éléments informatifs sur soit avec un psychologue, un assistant de service social, etc. Et alors ma mère est venue plusieurs fois à l'espace Aloïs, alors pas avec mon père parce que mon père avait décrété que ça ne l'intéressait pas, voilà, qu'il voulait bien que ma mère y aille, mais lui non, il voulait sans doute pas rencontrer, il se protégeait. Alors bon, j'y suis allée plusieurs fois et puis ma tante aussi, la sœur de maman, est allée avec elle, et donc elle, à force de venir toujours au même endroit nouveau où il y avait un temps de convivialité, tout ça, eh bien, elle qui aimait la vie en société, ben, elle était contente et elle a dit, ben, je suis déjà venue ici. Elle se retrouvait et les visages des gens, même si elle ne se rappelait pas de leur nom, elle savait que c'était des bonnes têtes et puis qu'ici on était bien. Voilà. Donc c'était quand même très précieux parce que pendant ce temps-là, ben, mon père faisait autre chose. Hein. Bon, voilà. Alors, il y a aussi donc, la stimulation cognitive à la maison, j'en ai parlé, et il y a aussi la stimulation cognitive en hôpital de jour ou en accueil de jour. Alors, c'est pas marrant. Alors, vous avez pu voir que c'est un vécu familial complètement bouleversé. Il faut s'adapter ou fuir, il faut pouvoir anticiper. Il y a le soutien des associations. Et il y a l'évolution des financements. Hein, de plus en plus d'éléments sont pris en charge. Les associations veillent au grain hein, pour éviter qu'il y ait des acquis qui disparaissent avec les différents plans Alzheimer. Bon, c'est pas fondamental ici de les présenter. Et puis il y a une évolution des regards. Quand dans les années 50, les gens étaient malades d'Alzheimer, on disait ben il devient gaga le papy, voilà. Après, on a dit ben il faut qu'il aille à l'hôpital psychiatrique. Oh, ben, il a de la démence sénile, ou il ou elle a de la démence sénile. Et puis maintenant, on dit ben non, on est malade, ça peut être nous. Puis il y en a de plus en plus, donc on peut pas exclure les nombres de malades. Hein, 800, combien tu disais 850 000 860 000, oui. Alors, il y a des chiffres qui sont bizarres parfois. En tout cas, quand maman a commencé à être malade et que je suis allée à l'association Alzheimer, il disait en 2020, toutes les familles seront touchées. Et moi, je vois que autour de moi, voilà, comptez-vous. Alors, évolution des regards. Et encore une petite phrase donc, qui m'a bien plu, c'est « On s'est quand même bien marré avec mamie ». Alors c'est une de mes filles, là, celle qui l'avait vue au moment des pourquoi.
qui a dit ça. On s'est quand même bien marré avec mamie. Et je trouve que c'est fort, parce que, bon, on était tristes, on pleurait, mais quand même, on s'est bien marré. Ça booste. Alors forcément, après la mort, on se pose des questions. Alors, est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on devait? Je n'ai pas écrit, mais je le dis maintenant. Est-ce que la maladie est héréditaire? Et puis, il faut former les jeunes qui nous accompagnent. Je ne vous dis pas, l'association, au département carrière sociale, je leur dis, un jour, peut-être, c'est vous qui vous occuperez de moi. Alors, il faut bien que je vous forme. Bon, vous pouvez me remercier quand même de former des étudiants à l'accompagnement des personnes malades d'Alzheimer. Enfin, tous ne le choisissent pas, mais au moins, ils en ont entendu parler. Et puis, il faut toujours améliorer les structures et toujours continuer à accompagner les familles. Alors, là, c'est encore une autre phrase qui m'a frappée. Quelqu'un qui m'avait dit il y a très longtemps, la maladie d'Alzheimer, c'est une construction sociale. Alors, je me dis, quand même... Voilà. Alors ça a toujours, l'argumentation c'était ça a toujours existé. Il y a une amplification, voire une construction du phénomène par le corps médical et le lobby pharmaceutique pour des raisons économiques. Ce qui est peut-être pas faux, parce que bon, c'est coûteux, mais ça rapporte, Ça rapporte quand même tous ces médicaments qui sont sur le marché, tous ces tests et puis les IRM, tout ça, voilà. Alors. Est-ce qu'on a rêvé, déliré pendant 10 ans? J'ai l'impression que j'y pense encore chaque jour et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc merci de votre attention.